marocaine de pathologie thoracique. L'Association franco-marocaine de pathologie thoracique et le Collège national des pneumologues du Maroc sont heureux de vous accueillir à ce deuxième webinaire 2022. Je remercie infiniment notre ami, le professeur Sébastien Baumard, d'avoir accepté notre invitation. Je salue tous les participants et surtout nos amis français, algériens et tunisiens qui participent avec nous à ce webinaire. Je profite de l'occasion pour remercier tous les sociétaires qui nous ont contactés et qui nous ont félicités pour notre site web afmapat.org. Je vous invite à le visiter régulièrement et de l'enrichir par des documents scientifiques, culturels et sociaux. À toi la parole, professeur Zineb Sayah, pour présenter notre orateur. Merci, docteur Tbahi. J'ai le plaisir d'animer, de modérer ce webinaire aujourd'hui avec notre président, monsieur docteur Abdelillah Tbahi, bon, vous le connaissez bien. Et nous remercions beaucoup monsieur le professeur Sébastien Baumard. Alors, pour présenter docteur Baumard est radiologue. Il fait essentiellement de la radiologie thoracique pulmonaire. Il est radiologue interventionnel et il travaille comme professeur au CHU de Montpellier. Aujourd'hui, professeur Baumard va nous traiter de la pathologie vasculaire pulmonaire et je pense essentiellement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et par la suite, tout de même, il va nous présenter quelques cas cliniques pour un petit peu brosser la pathologie vasculaire pulmonaire, le tableau de la pathologie vasculaire pulmonaire. Merci, monsieur Baumard. Si vous voulez bien commencer votre conférence, et merci encore. Alors, je vais partager mon écran. Vous pouvez me confirmer que vous voyez l'image bleue et verte à l'écran? C'est bon? Oui, bon, oui, oui. Bon pour vous? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vous remercie à mon tour, Zineb et Abdelillah. Je suis très content d'être là. Alors, comme je venais de le dire en aparté, c'est beaucoup plus sympa sur place parce qu'il y a des petits gâteaux et du thé à la menthe. Et là, il n'y a pas grand-chose autour de moi. Mais vous êtes là et c'est le principal. Alors, pour ce webinaire, on a décidé avec l'AFMAPAT d'aborder un sujet un petit peu plus pointu, que sont les pathologies vasculaires pulmonaires. Ce sont des sujets qui traitent de pathologies peu fréquentes, mais on va voir que l'imagerie, en particulier le scanner, a un rôle vraiment fondamental dans l'orientation de vos patients vers un diagnostic ou une prise en charge. Alors, comme on l'a dit en introduction, eh bien, je vais surtout parler d'hypertension pulmonaire et puis on fera quelques dossiers pour s'entraîner. Alors, parfait. Alors, les signes d'hypertension pulmonaire, donc ça, ce n'est pas de ma spécialité, hein, je rappelle que je suis radiologue. Pour autant, introduire le sujet correctement. Donc, c'est révélé par une dyspnée assez discordante par rapport à tout ce qu'on peut constater par ailleurs, notamment sur la radiographie du thorax ou le scanner sans injection. Et puis, parfois, c'est révélé par des malaises, hein, des syncopes à l'emporte-pièce. Cliniquement, quand vous auscultez, quand vous examinez vos patients, qu'est-ce que vous retrouvez? Des signes droits essentiellement. Et puis, le dernier point souligne que parfois, ce n'est pas au hasard qu'on trouve cette hypertension pulmonaire. Hein. Chez certains patients qui sont suivis pour des formes familiales, eh bien, on va trouver ces anomalies. Pardon. Donc, la définition, elle est simple. Hein, elle n'est pas radiographique, elle n'est pas scanographique. Elle est échographique, certes, mais surtout par mesure des pressions cathétérisme cardiaque droit. Et donc, il faut qu'il y ait une pression artérielle pulmonaire moyenne au moins à 25 mm de mercure. Alors, l'échographie est un examen de dépistage, c'est en tout cas retenu comme tel.
notamment avec les vitesses d'insuffisance tricuspide, on sait combien cet examen est très variable en fonction des opérateurs. Et puis, on n'est pas fort surpris. Donc, en tout cas, chez nous, ils n'hésitent pas à pratiquer ces cathétérismes cardiaques droits quand la suspicion clinique est forte, de façon à définitivement confirmer ou infirmer le diagnostic. Alors, revenons dans le vif du sujet. C'est quoi le rôle de l'imagerie? Eh bien, on va voir que ça a un rôle d'orientation diagnostique dans la gamme des étiologies d'hypertension pulmonaire, avec quelques questions clés. Hein. Est-ce qu'il y a des signes de pathologie pulmonaire chronique? On sait que l'hypertension pulmonaire, et on le reverra, peut s'associer à des pathologies pulmonaires chroniques. Est-ce qu'il y a des anomalies dans la vascularisation qui expliquent très simplement et mécaniquement cette hypertension pulmonaire? Ce sont les shunts intra- ou extracardiaques. Et puis enfin, et c'est surtout sur ce dernier point qu'on se concentre la plupart du temps, est-ce qu'il existe des signes d'embolie pulmonaire chronique? L'embolie pulmonaire chronique étant une des causes fréquentes d'hypertension pulmonaire et surtout potentiellement curable. Et puis l'imagerie, c'est un des rôles génériques de l'imagerie. Est-ce que ça peut servir d'outil pronostic? Eh bien, il y a des papiers qui essayent de démontrer que l'imagerie peut avoir ce rôle. C'est encore de toute façon assez prospectif. Alors, on va séparer cette présentation sous cette forme. Il y a des signes communs qui sont présents, quelle que soit la cause de l'hypertension pulmonaire, qui sont visibles sur vos scanners. Et puis ensuite, des signes qu'on va appeler spécifiques, qui orientent vers l'une ou l'autre des causes, l'une ou l'autre des étiologies. Donc, le premier des signes communs d'hypertension pulmonaire, ce sont des signes qui sont en général tardifs, c'est la dilatation de l'artère pulmonaire, du tronc de l'artère pulmonaire et de ses branches. Alors, comment on va définir si l'artère pulmonaire est dilatée ou non? Eh bien, on va regarder le diamètre de l'artère pulmonaire comme sur cette coupe. Vous voyez ici. Eh bien, on va mesurer le diamètre. Ça va, regarde, tu mets option d'affichage. Au lieu de mettre 100%, tu mets 50%. Zineb, on t'entend. Alors, en haut, tu as option d'affichage en haut. Donc, je continue. Vous mesurez le tronc de l'artère pulmonaire comme sur cette coupe et vous le comparez au diamètre de l'aorte. Habituellement, l'aorte est au moins égale au diamètre du tronc de l'artère pulmonaire ou supérieur. Ici, vous voyez que ces calibres sont inversés. Donc, on fait le rapport artère pulmonaire sur aorte. Et s'il est supérieur à 1, vous voyez que vous avez des bonnes valeurs prédictives d'hypertension pulmonaire. Encore une fois, ce signe est tardif, mais sur la vaste majorité des examens, quand vous prêtez juste un œil attentif sur ces calibres, si vous voyez cette présence d'une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire, eh bien, vous allez pouvoir penser à l'existence d'une artère pulmonaire dilatée, donc d'une hypertension pulmonaire. Vous voyez sur cette seconde vue qu'on peut assister à des formes extrêmement évoluées. On a presque l'impression ici que l'aorte est comprimée par l'artère pulmonaire droite, qui est ici, et même, vous voyez que la carène est complètement écrasée par ces vaisseaux extrêmement dilatés. Donc, ce sont des formes gravissimes, tardives, mais de temps en temps, on peut décrire des signes communs d'hypertension pulmonaire par ce rapport et donc d'orienter vers une pathologie jusqu'alors méconnue. Pardon. Donc, cet article, il est assez intéressant. Vous voyez que c'est le New England Journal of Medicine. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Alors, c'est assez simple. Hein. Ils ont regardé ce calibre de l'artère pulmonaire et puis ils ont vu, tout bonnement par des méthodes statistiques assez robustes, qu'il y avait une corrélation entre un calibre de l'artère pulmonaire élargi et des exacerbations de BPCO. Donc, c'est ce qui est résumé ici. Chez le BPCO, la dilatation de l'artère pulmonaire définie par le ratio artère pulmonaire sur aorte supérieur à 1, mesurée au scanner et corrélée à l'existence d'exacerbations sévères. Alors, le fond et l'origine de ça, on ne les connaît pas bien, mais on sait que sur les pathologies pulmonaires chroniques, on peut avoir des artères
des hypertensions pulmonaires. Et donc, vous voyez que juste une mesure très simple sur un scanner, que ce soit injecté ou non, hein, c'est mesurable, eh bien, on peut déjà donner un argument pronostique ici de l'existence d'exacerbation sévère. Donc, ce n'est pas anodin de regarder juste cette petite mesure et en tout cas de comparer uniquement à l'œil l'aorte et l'artère pulmonaire. Toujours dans les signes communs d'hypertension pulmonaire, vous avez les épanchements péricardiques. Ce sont des épanchements liquidiens de faible abondance. Alors, vous voyez, ça, c'est assez commun. On voit souvent une petite lame liquidienne. Eh bien, c'est décrit en dernière ligne du compte-rendu du radiologue ou parfois négligé. Mais en tout cas, dans un contexte d'hypertension pulmonaire, c'est un signe d'accompagnement et ce n'est pas fortuit. On considère que de façon habituelle, ça ne doit pas mesurer plus de 15 mm. Vous voyez sur cette coupe ici, où on voit les cavités cardiaques droites, les cavités cardiaques gauche. Vous mesurez, ça ne doit pas mesurer plus de 15 mm. Et puis, on a tendance à corréler l'existence de cet épanchement de faible abondance à un mauvais pronostic. Quel est le risque évolutif? Alors, évidemment, c'est le retentissement sur le cœur droit. Vous l'avez cliniquement quand vous examinez vos patients, vous avez des signes droits, eh bien, nous, on les a sur le scanner. Vous avez ici, sur cette coupe, donc c'est un scanner injecté, on voit l'aorte, l'atrium droit, le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc, ce ventricule droit est beaucoup plus large que le ventricule gauche, qui est tout à fait anormal. Alors, si vous ne me croyez pas, il suffit de mesurer. Vous faites ces mesures, vous voyez que ces deux diamètres ne sont pas équivalents et qu'il y a un élargissement des cavités droites. Ce qui est également fréquemment rencontré quand vous avez une dilatation, eh bien, c'est cet effet d'exacerbation, en tout cas de meilleure visibilité des trabéculations. Alors, je sais que habituellement, quand on se voit, on discute beaucoup de parenchyme pulmonaire, mais là, on est très directement en interaction entre le cœur et la pathologie respiratoire. Donc, c'est important d'avoir cet œil averti sur les cavités cardiaques. Donc, ici, le ventricule droit est dilaté et vous avez les trabéculations qui sont majorées. Ce sont des signes d'hypertension pulmonaire et donc de retentissement sur le cœur droit. Ce ne sont pas les seuls. Quand vous descendez encore plus bas, et là, on s'éloigne encore plus de votre thématique habituelle et quotidienne, puisqu'on se rapproche des organes sous-diaphragmatiques, vous voyez quoi ici? Eh bien, c'est ce qui est écrit, reflux dans la veine cave, dilaté, et c'est un signe d'insuffisance cardiaque droite. Vous avez ici, et vous pouvez me croire sur parole si vous n'avez pas l'expérience, en tout cas, je vous conseille de regarder ces veines sus-hépatiques au quotidien et vous faire un entraînement de l'œil pour voir que celles-ci, dans cet exemple, sont dilatées. Et vous verrez sur d'autres patients que ces calibres sont inférieurs quand ils sont normaux. On continue. Alors là, je deviens encore plus désagréable avec vous puisque je vous montre non seulement des cavités cardiaques où on ne voit pas le parenchyme pulmonaire, mais en plus, ici, je vous montre un autre examen à gauche qui est encore plus étrange pour un pneumologue, et c'est une IRM cardiaque. Alors, si elle veut bien démarrer, évidemment. Je tente de vous le montrer comme ça. On reprendra le diaporama. Eh bien, ça marchait avant. C'est pas grave. En tout cas, ça m'apprendra à vous montrer des IRM cardiaques. En tout cas, l'intérêt de cet examen, c'est qu'on voit normalement en dynamique les contractions de ces cavités et on voit ce qu'on appelle le septum paradoxal, c'est-à-dire que les pressions sont tellement élevées dans les cavités droites qu'il y a un bombement ici du septum vers le ventricule gauche. Autre signe en IRM, c'est un rehaussement tardif. Vous avez une coupe des cavités ventriculaires et vous voyez ici des rehaussements tardifs sur les zones d'insertion du ventricule droit qui sont également des signes de retentissement de la dilatation ventriculaire droite via ces signes IRM.
Et puis, cette diapositive vous montre juste que par l'IRM, on a le gold standard pour mesurer les volumes des cavités cardiaques droites. Et donc, ça sert de monitorage, de suivi de certains patients. Donc, pourquoi? On est capable de faire les contourages précis et non pas à l'aide de repérage en 2 dimensions, contrairement à l'échographie cardiaque. J'ai repris ce tableau qui correspond à la classification de l'hypertension pulmonaire et on va regarder un petit peu ce qui va nous intéresser en imagerie. Vous imaginez que SMAD9, CAV1 ou les autres causes héritables d'artère pulmonaire, d'hypertension artérielle pulmonaire, pardon, tout ça, je ne vais pas les voir en imagerie, en scanner ou en IRM. Ce n'est pas de mon domaine. Par contre, vous voyez, dans la classification, vous avez hypertension portale. Alors, finalement, sur les coupes, comme on l'a vu tout à l'heure quand on voyait les veines hépatiques, sur les coupes les plus basses, on est capable de voir le foie. Si vous avez des signes de cirrhose ou de maladie hépatique, ça va vous donner un petit indice. Tiens, il se passe quelque chose sur le foie. Pensons à cette étiologie. Les maladies cardiaques congénitales, ça, on va les voir. On va avoir les anomalies de transposition, etc. On peut voir tout un tas de choses sur l'imagerie. Donc là aussi, on va pouvoir y penser. Je continue. Alors, la maladie véno-occlusive, là, on commence à partir dans les raretés, mais finalement, quand on les cherche, on les retrouve sans doute plus fréquemment qu'on pensait dans la littérature. Et vous le verrez, il y a des signes spécifiques en imagerie. On continue dans ce tableau qui est en 2 pages. Dans la classe 3, qu'est-ce que vous avez? Les hypertensions pulmonaires qui sont dues à des maladies respiratoires. Alors là, on va pouvoir répondre. La classe 4, qui est vraiment la classe sur laquelle il faut s'acharner à chercher des signes, c'est les hypertensions pulmonaires post-emboliques. Et donc, ça, ce sont des causes qui sont bien documentées par le scanner. Donc, partons maintenant sur les signes qu'on va dire spécifiques. On a vu les signes communs de l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire la dilatation de l'artère pulmonaire, la dilatation de l'atrium et du ventricule droit et le reflux dans les veines hépatiques, et puis l'épanchement péricardique de faible abondance, qui est un signe de mauvais pronostic. Maintenant, voyons les signes spécifiques. On en a un tout petit peu parlé au sujet de cet article du New England. Vous avez une association entre hypertension pulmonaire et BPCO. Donc, ça, c'est un exemple un peu… J'aurais pu prendre n'importe quel patient ou presque de la journée. Quand on s'occupe de pathologies respiratoires, on voit ce genre d'image un peu tous les jours. Et donc évidemment, il peut y avoir une hypertension pulmonaire associée qui peut expliquer parfois une discordance entre la sévérité de l'atteinte pulmonaire et la sévérité clinique. Excusez-moi. Alors, la sclérodermie. La sclérodermie, elle aussi, elle peut s'associer à l'hypertension pulmonaire. Les signes sont d'abord des atteintes interstitielles essentiellement dans les bases qui vont se rétracter et donc on peut avoir association de ces 2 pathologies. La sarcoïdose, évidemment, ici vous avez une forme très évoluée, tardive, séquelaire. Et puis, ce dont on a un tout petit peu parlé juste avant, la maladie véno-occlusive. Alors, ce sont des diagnostics qui ne sont pas faits uniquement et loin de là sur le scanner. C'est un diagnostic qui va s'asseoir sur les pressions dans les cavités droites et dans les artères pulmonaires. Mais pour autant, vous voyez que des signes spécifiques de maladie véno-occlusive, enfin spécifiques entre guillemets, sont décrits dans la littérature. Vous avez un exemple ici. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image de gauche? Tiens, au passage, on voit que les cavités droites sont dilatées. Vous avez des petites lignes dans ce poumon. Au niveau de ces bases, vous avez des lignes septales, ça s'appelle des réticulations périlobulaires, sujet dont on parle souvent au Club Thorax. Ces réticulations périlobulaires s'associent à quelques images nodulaires, micronodulaires, centrolobulaires.
eh bien, ces deux éléments sont des éléments parenchymateux qui, dans un contexte d'hypertension pulmonaire, doivent faire au moins suspecter ou rechercher cette maladie véno-occlusive. Les chantes intracardiaques. Alors là, on revient sur la pathologie de nos collègues cardiologues, mais comme on l'a vu, ces pathologies cardiaques vont avoir un retentissement sur l'artère pulmonaire potentiellement, et donc vous arrivez à la consultation. Alors ici, vous avez une communication entre les deux oreillettes, entre les deux atriums, ici. Alors, je tiens à vous dire que ce n'est pas évident, c'est pour ça que ce qui est écrit ici, ce n'est pas anecdotique, hein. Gating cardiaque, ça veut dire qu'on assujettit l'acquisition du scanner à l'ECG, au rythme cardiaque. Ça permet de réduire les artefacts de mouvement liés aux contractions. En tout cas, ce n'est pas la méthode de référence pour faire un diagnostic de communication interatriale, mais parfois on peut les voir. Et puis, ici, vous avez un autre exemple de communication interventriculaire. Vous imaginez bien que les pressions de gauche vont passer vers la droite et donc retentir sur les pressions droites. Alors là, on part aussi sur de la spécialité. Il faut bien connaître sa vascularisation normale, où ça bouche les veines pulmonaires dans un scanner sur un scanner chez un sujet normal. Ici, vous avez une veine pulmonaire et bien, elle est branchée sur cette structure vasculaire qui est quoi? Qui est la veine cave. Donc, ça s'appelle un retour veineux pulmonaire anormal. Et ça va bien évidemment retentir sur la pression des cavités cardiaques droites. Donc, on a vu les shunts intracardiaques. Ici, un exemple de shunt extracardiaque. Et puis, ce fameux symétère également, donc de retour veineux pulmonaire anormal. D'autres cas qui sont également des raretés, hein, il faut le reconnaître. Ici, c'est un exemple de maladie de communication, de malformation artério-veineuse pulmonaire. Vous avez ces vaisseaux tortueux et dilatés qui sont soit congénitaux, soit acquis, mais qui font communiquer les réseaux systémiques avec les artères pulmonaires ou les veines pulmonaires. Autre exemple un peu plus connu, alors si vous prêtez attention, il y a une anomalie ici qu'on a du mal à interpréter sur une seule coupe, mais là par contre, sur ce mode MIP, donc maximum intensité projection, ce mode sert à bien visualiser les nodules, mais aussi les vaisseaux. Et bien, vous voyez cette branche vasculaire veineuse qui communique avec cette image un peu en tête de méduse, tortueuse, et avec ici l'artère efférente qui est une branche artérielle pulmonaire. Ici, c'est une malformation artério-veineuse dans le cadre d'une maladie de rendu oculaire. Et ces maladies, quand elles présentent des malformations artério-veineuses volumineuses, peuvent être responsables d'hypertension pulmonaire. Alors ça, c'est quoi? C'est une coupe sagittale d'un scanner thoracique avec injection. Qu'est-ce qu'on y voit? Alors ici, c'est les artefacts liés au contraste dans la veine cave supérieure. Vous avez ici une petite branche qui correspond à l'artère mammaire interne ou thoracique interne, le rachis en vue sagittale, et puis là, la crosse de l'aorte et l'aorte descendante, avec l'émergence des troncs supraortiques ici. Eh bien, il y a un vaisseau un peu bizarre qui est ici, qui relie le tronc de l'artère pulmonaire, faites-moi confiance, et l'aorte. Donc, c'est quoi ce truc? Eh bien, c'est le canal artériel qui involue normalement à la naissance et qui parfois se voit sur des scanners sous la forme d'une fine calcification. Si vous regardez de temps en temps, vous verrez, ce ne sont pas des calcifications post-tuberculeuses, mais quand ça relie l'aorte et l'artère pulmonaire, c'est les signes d'involution du canal artériel. Chez certains patients, on peut avoir des calcifications. Ici, il n'est pas du tout involué. Et donc, encore une fois, un régime de pression gauche va communiquer avec le tronc de l'artère pulmonaire et générer, par ce shunt extracardiaque, une hypertension pulmonaire. Un autre signe qu'on va classer dans les signes spécifiques, eh bien, ça, c'est un foie, c'est à droite, c'est sous le diaphragme est ici. Vous avez de l'autre côté la rate. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il y a des irrégularités. Le foie n'est pas bien lisse ici, hein, il est bosselé.
il y a des atrophies segmentaires ici au niveau du segment 4, un segment 1 un peu hypertrophié, et bien ce patient a une cirrhose. Donc, bien chercher un peu l'ensemble de ces signes, hein, qu'ils soient parenchymateux, cardiaques ou sous-diaphragmatiques. Enfin, et c'est surtout ça que nous demande le pneumologue spécialiste de l'hypertension pulmonaire, c'est de regarder si on a des arguments spécifiques pour une maladie post-embolique. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, ça s'appelle des thrombus, des thrombis, quand on décline en latin, qu'on appelle marginés, puisqu'ils vont être au niveau de la marge, la paroi, et qui sont plus ou moins occlusifs, mais parfois, ce sont juste des épaississements. Alors ici, vous avez l'artère pulmonaire droite avec cette hypodensité pariétale qui est circonférentielle et qu'on retrouve sur cette reconstruction coronale. Vous voyez ici cette bande épaissie. Et donc ça, c'est un thrombus qui a vieilli, qui s'est organisé et qui ne s'est pas spontanément ou sous traitement liquéfié et régressé. Ce thrombus s'est organisé dans la paroi et va être responsable de cette hypertension pulmonaire. Donc, voici au niveau des flèches le thrombus. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ici, ce qui est intéressant sur cette vue particulièrement didactique, c'est que vous avez des artères pulmonaires ici quasi normales. Et de l'autre côté, c'est tout noir, vous n'avez que des petits points. Qu'est-ce qui se passe sur la même vue en reconstruction coronale? Au lieu d'avoir ici une artère pulmonaire de bon calibre, eh bien, vous avez des reperfusions plus ou moins efficaces et surtout des hypertrophies des artères bronchiques qui tentent de recanaliser ces artères pulmonaires si on veut donner du sens à ces hypertrophies artérielles bronchiques. Donc, voici les thrombis partiellement reperfusés, de part et d'autre. Alors, des fois, on peut s'aider de ce mode maximum intensité projection, mode MIP, où on voit des raréfactions des vaisseaux. Je ne sais pas si ça fonctionne. Toujours pas. C'est pas grave, on voit grâce à ces deux coupes que ici, au niveau de la base droite, eh bien, il y a beaucoup moins de vaisseaux que l'autre côté. Et donc, ça peut aider. Alors, un exemple de thrombus marginé avec reperméabilisation partielle. Vous voyez ici, sur la pointe de la flèche, le petit vaisseau opacifié, mais normalement, tout ça devrait être opacifié, ce qui n'est pas le cas. Donc, il y a une reperméabilisation, certes, mais tout à fait inefficace et partielle. C'est le même patient, et vous voyez cette zone anfractueuse qui engaine le luminogramme, donc l'opacification de l'artère pulmonaire, et avec un thrombus un petit peu encore très exubérant et avec un défaut d'opacification. D'autres signes sont décrits en scanner, en imagerie de l'embolie pulmonaire chronique post-embolique, ce qu'on appelle les webs ou les bandes. On peut utiliser les deux mots. Ce sont des hypodensités linéaires excentrées. Eh bien, vous en avez une ici. Alors là, encore une fois, on ne parle pas de la pneumonie franche lobaire aiguë. On travaille dans le domaine un peu de la spécialisation et surtout des signes sémiologiques fins. Mais ce sont des images les plus représentatives possibles. Et quand vous avez affaire à ça, vous pouvez signer, oui, il existe des bandes donc en rapport avec une origine post-embolique de l'hypertension pulmonaire. Alors ça, vous verrez ça chez les malades que vous suivez depuis longtemps. Ce sont des signes post-emboliques très tardifs puisque ces remaniements de la paroi se sont organisés à tel point qu'elles se sont calcifiées. Les artères pulmonaires, ce n'est pas du tout la même anatomie que les artères systémiques. Il n'y a pas d'athérome. Et donc, si vous voyez ça, ça signe l'origine post-embolique de ces calcifications pariétales artérielles pulmonaires. Puis, tout à l'heure, on a dit que l'épanchement péricardique qui est ici ne devait pas dépasser 15 mm. Ici, il est beaucoup plus volumineux, qui nous fait s'inquiéter quant à l'avenir du malade. Ces bandes qu'on a vues, eh bien, parfois, elles évoluent vers la sténose. Et on voit très, très bien cette constriction du vaisseau ici sur ces reconstructions qui sont très jolies, de part et d'autre, et donc qui sont ces formes de séquelles fibreuses du remaniement post-embolique chronique. Et puis, je vous avais dit qu'on pouvait avoir des dilatations des artères bronchiques. Eh bien, elles sont présentes pas uniquement dans les hypertensions post-emboliques,
mais préférentiellement dans ces causes. Vous voyez, 73% de dilatation des artères bronchiques dans les causes post-emboliques et 14% uniquement dans les autres causes d'hypertension pulmonaire. Enfin, dans les signes post-emboliques qu'on peut mettre en spécifique ou non spécifique, c'est ce fameux poumon en mosaïque. C'est quoi de la mosaïque? Eh bien, c'est des alternances de noir et de blanc. Ce sont les poumons qui sont très hétérogènes et qui sont liés à des vasoconstrictions et qui sont responsables de zones hypodenses, et à l'inverse d'hyperémie dans d'autres territoires qui apparaissent hyperdenses. Vous voyez ces alternances de noir et de blanc. Alors, ce n'est pas du verre dépoli, c'est de la mosaïque. C'est des zones qui alternent entre vasoconstriction et vasodilatation. Donc, je l'ai mis en spécifique puisque c'est nettement plus présent dans les origines post-emboliques. Et puis, pour finir sur ce post-embolique, je crois, vous voyez ces images cavitaires. Alors ça, ce n'est pas une cavité de tuberculose, ce n'est pas une caverne, c'est la détertion d'un territoire infarci ancien. Et donc, vous pouvez avoir des images cavitaires. Donc, vous ne faites pas piéger, ce n'est pas parce que c'est dans le lobe supérieur que c'est une caverne. Et vous voyez ici d'autres formes de post-embolique. Alors, dans les livres, vous allez trouver l'infarctus pulmonaire est une image triangulaire à base pleurale et à sommet central. Eh bien, sachez reconnaître que dans la vraie vie, ce n'est pas aussi net et ça peut se représenter sous la forme de petites bandes comme cet exemple. Donc, je passerai sur ce point technique de perfusion qui me paraît moins pertinent aujourd'hui, mais je vais rappeler un petit peu, et ça c'est important, comment on différencie l'embolie pulmonaire aiguë, ce qui vous concerne un peu le plus fréquemment, et l'embolie pulmonaire chronique, qui peut être une évolution défavorable de l'embolie pulmonaire aiguë, et surtout marquer l'entrée dans l'hypertension pulmonaire. Donc, ça, c'est l'exemple qu'on a vu. C'est ce qu'on appelle le thrombus marginé, l'épaississement des parois, la raréfaction vasculaire et puis ces images un peu anfractueuses, parfois des bandes ou des sténoses, avec des rétractions de ces vaisseaux. À l'inverse, ici, les vaisseaux sont très larges, le thrombus est central, et vous n'avez pas cette rétraction des bases. Vous voyez ici, on voit très bien le thrombus ici, un peu de contraste autour, les vaisseaux sont dilatés. Et donc ça, ce sont des thrombis aigus, c'est une embolie pulmonaire aiguë. Et ici, vous avez des thrombis chroniques, c'est une embolie pulmonaire chronique. Donc j'espère que Abdelila pourra passer cette présentation pour que vous vous refamiliarisiez avec les images, puisque il y a beaucoup d'informations, mais on veut être complet ce soir sur ce thème. Autre diagnostic différentiel qui est encore plus rare sont les vascularites, mais on veut l'excellence et donc penser que l'imagerie elle apporte énormément d'informations. Qu'est-ce que vous voyez dans les vascularites? Eh bien, ici, c'était l'exemple de tout à l'heure de l'embolie pulmonaire chronique. Ici, vous avez une vascularite. Eh bien, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez un peu de rehaussement du thrombus. Tout autour, vous avez du rehaussement. Et puis, parfois, il y a des anévrismes aussi, comme cette reconstruction coronale. Donc, il y a une déformation en massue du vaisseau. Et donc, vous voyez ces petits points de rehaussement tout autour du thrombus. Donc, c'est une vascularite. Donc, voilà un peu comment faire la différence entre l'embolie pulmonaire chronique, l'embolie pulmonaire aiguë et les vascularites. Et puis, encore plus rare, le sarcome de l'artère pulmonaire, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce thrombus, ce pseudo-thrombus, mais qui étonnamment déborde au-delà du vaisseau. Un thrombus, ça reste dans sa structure pariétale et ça ne déborde pas. Et ici, ça infiltre le médiastin. Et donc, quand on a des doutes avec un PET scanner ou une IRM injectée, on voit le rehaussement ici en IRM et l'hypermétabolisme en TEP. Il n'y a pas de raison qu'un thrombus se rehausse. Et donc, il s'agissait ici d'un sarcome de l'artère pulmonaire. Donc, peut-être on fait un petit point déjà, Abdelila, sur ces thèmes et ce cours général de l'hypertension pulmonaire, si tu veux. Et puis après, on enchaîne sur quelques cas cliniques. Ça te va? D'accord, d'accord. En plus, le webinaire sera enregistré. Il sera sur notre site le plus tôt possible. Donc, les gens pourront le revisionner
y en profiter plus. Très bien. Donc, le message ici, il est clair, hein, on parle de maladies rares, mais jusqu'à présent, on considère que l'hypertension pulmonaire, c'est juste de l'échographie. Vous voyez ô combien le scanner est indispensable pour faire le diagnostic étiologique et que parfois, on peut découvrir des anomalies qui vont faire découvrir cette hypertension pulmonaire. Il y a une démarche diagnostique qui est très logique. On regarde les signes génériques d'hypertension pulmonaire et ensuite on cherche les signes spécifiques qui correspondent à la classification des causes des hypertensions artérielles pulmonaires. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet. Dès que vous avez abordé vos questions, ou si vous n'en avez pas, on regardera quelques cas cliniques, mais on peut déjà reprendre un peu ce topo à la lumière de vos interrogations. Je pense que pour le moment, il n'y a pas de questions spécifiques au niveau radiologique. Il y a une question, mais qui n'est pas de la radiologie. On la laissera pour la suite, si vous voulez. D'accord, très bien. Et par contre, les gens sont contents de ce que vous avez présenté. Très bien. Et vous remercient. Très bien. Donc, excusez-moi, il y a une question qui vient du docteur Méagi qui demande quel est le pourcentage du retour veineux anormal. Ah, donc moi, je n'ai pas les chiffres spécifiques en tête. Hein. C'est pas aussi exceptionnel. Hein. Moi, j'en vois, bon, après, je fais que de la pathologie thoracique, j'en vois une dizaine, quinzaine par an. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les jours, mais on a montré au Club Thorax plusieurs fois un dossier très intéressant de retour pulmonaire anormal. Chez un patient qui a eu une pneumonectomie, ça s'est très, très mal passé. Hein. Donc, il faut aller chercher, il faut regarder, est-ce que j'ai bien 4 veines? Parfois, il y a un abouchement commun, mais juste quand on ne comprend pas un dossier, il faut aller reprendre à la base et penser que toutes ces communications avec le cœur et les liens entre poumon et cœur sont étroits. Et donc, regarder les artères pulmonaires, regarder les veines pulmonaires. Et parfois, comme le dit souvent Gérard Durand, un patient qui présente beaucoup de calcifications coronaires, certes, ce n'est pas de votre domaine, mais quand même, chez quelqu'un de jeune, ce n'est pas normal et ça doit être signifié et envoyé à un cardiologue. Donc, on dit souvent que le scanner, ce n'est pas un scanner du poumon, c'est un scanner du thorax et on va aussi bien voir une métastase rachidienne que des anomalies du foie ou des anomalies cardiaques. Et donc, mon objectif, c'est de vous initier, en tout cas pour les plus jeunes d'entre vous, à aller regarder ces cavités cardiaques. Et c'est qu'une question d'entraînement. Une fois qu'on a pris l'habitude, l'anatomie, vous l'avez tous apprise. Il y a 4 veines pulmonaires, il y a 4 veines pulmonaires, il y a 2 artères pulmonaires. C'est des choses simples. Regardez-les et puis le jour où elles seront discordantes, vous vous direz tiens, j'ai peut-être trouvé quelque chose d'intéressant qui va expliquer pourquoi mon malade il n'évolue pas comme je l'attends. Ça sous-entend qu'on doit à chaque fois faire un scanner avec injection? Alors, non, ce n'est pas mon propos. Non, mais pour parler de scanner thoracique et pas de scanner pulmonaire, pour voir les vaisseaux, il faut faire… Mais une artère pulmonaire, le tronc d'une artère pulmonaire dilatée, ça se voit même sans injection. Évidemment, quand on commence à apprendre un petit peu, il faut s'aider de l'injection. Mais vous êtes capable de voir certaines choses. Et tout à l'heure, je citais les calcifications coronaires. On ne va pas sectionner un patient en tranches qui est soit respiratoire, soit cardiaque. Hein. Ils ont les mêmes comorbidités. Ce sont des fumeurs pour le gros de la pathologie. Eh bien, les calcifications coronaires, on les voit sans injection. Et puis après, des artères pulmonaires dilatées, l'exemple caricatural que j'ai montré au début, avec ou sans injection, vous l'auriez vu.
parce que vous avez l'expérience. Les plus jeunes, ils vont commencer à regarder les scanners avec injection, ils vont se faire une idée de à quoi ça ressemble, et puis après ils seront capables de s'en sortir, même sur un scanner sans injection. Je pense que le message, il n'est pas de dire vous allez trouver des hypertensions pulmonaires à tout le monde, ce n'est pas vrai. C'est encore une fois classé dans les maladies rares. Mais on veut être pertinent, on veut de l'excellence, eh bien, il faut savoir, avec des outils simples, malgré tout, vous avez tous accès à des scanners, pas forcément à tous les patients, mais quand vous les voyez passer, essayez de les exploiter au maximum. Alors, c'est des messages que je peux faire d'abord aux radiologues, mais vous, moi, je vous donne mes petits conseils aussi pour mes amis pneumologues. Voilà comment j'interprète et comment je peux vous aider à mieux exploiter un examen. D'accord. Voilà, Oui, Sébastien. Oui. Voilà, donc merci bien pour cette excellente présentation. J'ai deux petites questions. La première, la fibrinolyse physiologique. Est-ce qu'elle peut dissoudre un caillou au bout de 2-3 jours? Et devant un tableau d'embolie pulmonaire, on peut ne pas trouver de signes radiologiques d'embolie pulmonaire. Ça, c'est la première. Et sous traitement. Donc, je commence par la Oui. première. Alors, nous, on est gros consommateurs d'imagerie. On fait beaucoup d'examens et parfois un peu redondants. Mais il arrive régulièrement qu'on fasse des scanners à des patients pour lesquels il y a eu un diagnostic d'embolie pulmonaire. Et quand elles sont distales, eh bien, 5 jours, 6 jours après, on peut ne plus rien voir, formellement. Le lendemain, non. À l'initiation du traitement, 24-48 heures, mais bon, à partir de 4-5 jours, on commence à avoir des difficultés à voir ces emboles artérielles pulmonaires quand ils sont traités. À l'inverse, moi, je viens de contrôler un patient pour un coroscanner. J'ai vu qu'il y a un mois, cette personne a fait une embolie pulmonaire. Je voyais toujours un caillot, mais elle avait fait une embolie pulmonaire proximale. Donc, la vitesse de résorption de ces caillots est variable en fonction des individus, mais il est vrai que, on va dire, au bout de 4-5 jours, vous pouvez ne plus les voir sur un scanner. Et sous traitement, Oui, sous c'est traitement. plus rapide. Il D'accord. faut espérer qu'on soit efficace avec nos médicaments. Voilà, la deuxième question. Ouais. Voilà, la deuxième question, c'est l'intérêt de l'IRM qui est devenue de plus en plus importante pour diagnostiquer une inflammation du cœur et pour marquer une pathologie vasculaire plus que le scanner et l'échographie. Est-ce Alors, que tu penses que ça va être l'avenir, je disons? vais un petit peu développer effectivement ta question qui est très intéressante parce que, alors, moi, quand j'ai commencé la radio, on m'a fait comprendre quand même que le scanner, c'était un peu fini et qu'on allait faire tout en IRM. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vrai. On est toujours bien incapable, malgré de nombreuses publications dans le domaine, de faire de l'imagerie pulmonaire en IRM. Il y a beaucoup de raisons à ça. Alors, ça va arriver. Il y a encore une fois des publications, mais on en est encore loin. Et à l'inverse, le scanner fait vraiment des bonds en avant actuellement en termes de réduction de dose, qui permet de faire un scanner comme vous les voyez tous les jours pour une dose équivalente de radiothorax. Donc, le scanner n'est pas prêt d'être supplanté par une autre technique. Par contre, l'IRM, il est vrai que c'est une technique qui est très complémentaire, qui va permettre d'évaluer, notamment dans la pathologie ischémique myocardique, l'extension et affirmer la séquelle ischémique sur le myocarde. Donc ça, c'est très important parce qu'il y a des patients qui ne sont pas présentés ou parfois des diabétiques qui ont méconnu leur épisode d'infarctus. Eh bien, grâce à l'IRM, on va pouvoir affirmer oui, il y a eu un infarcissement à tel endroit, dans tel secteur, dépendant de tel ou tel coronaire. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça fait le diagnostic différentiel avec la pathologie qu'on a revue aussi de façon aiguë avec le Covid, qui sont les myocardites, ce sont les inflammations. Ce n'est pas la même population que l'infarctus. En général, ce sont des gens plus jeunes. Il y a des signes spécifiques en IRM.
Et donc, ça permet au cardiologue d'asseoir aussi son hypothèse. Et puis, la force aussi de l'IRM cardiaque, c'est comme je l'ai montré, c'est de mesurer de façon extrêmement précise les volumes. Et donc, quand on veut suivre une insuffisance cardiaque droite ou gauche, quand on a des mesures précises, eh bien, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà. Encore qu'aujourd'hui, il y a d'autres techniques invasives de mesure, mais en tout cas, en imagerie, c'est beaucoup plus pertinent que l'échographie. Et puis, une tranche assez rare de la pathologie cardiaque et plutôt des vaisseaux, hein, c'est la vascularite. Hein. Ça va donner des anomalies de rehaussement des parois. Donc, l'IRM aujourd'hui, du moins cardiaque, est extrêmement complémentaire du scanner. Et puis, va servir aussi dans, ce qui n'est pas notre thématique du jour, mais sur l'opérabilité de certains malades dans le cancer. Donc, ça permet de mieux étudier les rapports anatomiques, de voir l'extension sur les gros vaisseaux, sur les cavités cardiaques, sur le rachis. Donc, ça ne remplace rien. C'est un examen, malheureusement, qu'il faut faire en plus, mais qui est extrêmement pertinent et en tout cas extrêmement demandé par les cardiologues. Merci Sébastien. Un médecin, il n'y a pas son nom, demande est-ce que vous avez remarqué une augmentation de la fréquence des embolies pulmonaires avec le Covid? Alors oui, il y a un lien en fait. Et ce qu'on disait avec Abdelila, c'est que finalement, toute pathologie inflammatoire, aiguë ou chronique, peut engendrer une activation prothrombogène, d'autant plus avec le Covid, on l'a vu, hein, il y a une fréquence accrue et les malades graves en réanimation qui évoluent défavorablement ont leur scanner avec injection très, très régulièrement. C'est plus fréquent dans le Covid que dans la pathologie annexe. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a d'autres signes pour identifier la maladie véno-occlusive à part l'épaississement septal et les nodules centrolobulaires? Alors, sont les seuls signes qui sont décrits en imagerie. Hein. Il suffit sinon de voir que quand on met le traitement standard, les gens décompensent et c'est un petit argument pour les pneumologues. Là, ce n'est pas de mes spécialités. Mais en tout cas, en imagerie, ce sont des signes que j'ai classés en spécifique. Vous avez bien vu que des réticulations périlobulaires et des nodules centrolobulaires, ce n'est pas le plus spécifique. Mais il n'y a pas de raison dans ces contextes de voir ces images. Et surtout, là, c'est le pneumologue spécialiste de l'hypertension qui vient nous voir en disant est-ce que c'est compatible, oui ou non? Est-ce qu'il y a des petits signes? Donc, pour ces maladies compliquées, c'est de rajouter un petit peu de la force à la conviction du diagnostic. Alors, moi, je vous pose une question. Est-ce que le scanner est suffisant pour diagnostiquer une hypertension pulmonaire? Est-ce que sans avoir besoin d'aller mesurer les pressions dans l'artère pulmonaire? Alors, sûrement pas. C'est surtout pas ce qu'il faut penser. Hein. Je vends bien ma sauce et donc on peut penser que ça soit magique et que ça réponde à toutes les questions. Non. L'hypertension pulmonaire est une suspicion clinique qui peut être confortée par l'échographie cardiaque avec les vitesses de régurgitation et qui doit être confirmée par un cathétérisme cardiaque droite. C'est comme ça qu'on voit les choses. Le scanner, il est demandé secondairement pour le bilan étiologique, notamment à la recherche de signes d'hypertension pulmonaire post-embolique et de thrombie chronique. Et puis, on a vu toutes les autres causes qui pouvaient donner des signes, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait le diagnostic. À l'inverse, ce que j'ai souligné, c'est que parfois, de façon fortuite, on peut se dire, tiens, il y a un rapport de l'artère pulmonaire sur l'aorte qui est supérieur à 1. Nous, en tant que radiologue, on le cite. Ça peut éveiller une orientation diagnostique à notre correspondant, se dire, tiens, bah oui, effectivement, il n'évolue pas bien, je ne comprends pas tout, et il a peut-être une hypertension pulmonaire. Donc, le scanner n'est pas une technique de référence pour faire le diagnostic d'hypertension pulmonaire, ne peut rendre des services soit de façon fortuite, soit quand on a le diagnostic et qu'on veut faire le bilan étiologique. Il y a des signes cliniques à l'examen clinique de l'hypertension pulmonaire aussi. Le foie cardiaque, le reflux hépatojugulaire, le signe de Harzer, le sous-systolique de l'insuffisance tricuspidienne.
C'est ça, c'est ce que j'ai mis en introduction, hein, c'est les signaux droits qui font évoquer ça. Mais le propos était d'illustrer surtout l'imagerie. Mais vous avez tout à fait raison de rappeler les signes essentiels qui sont cliniques, hein, d'y penser devant tout malade qui a une dyspnée qu'on n'interprète pas. L'examiner cliniquement. Alors, docteur Mehaji demande est-ce que la dyspnée est proportionnelle à la pression artérielle pulmonaire? Je ne peux pas répondre à la question. Non. C'est plus aux physiologistes et aux pneumologues de répondre. Peut-être, Abdelila, tu as une idée, le lien entre la pression et l'importance de la dyspnée. Et la dyspnée. Moi, je ne pense pas. À ma connaissance, non. Je n'ai pas en tête la littérature qui trouve cette relation. Donc, il y a une question, je vois. Pouvez-vous nous reparler de l'imagerie de la maladie véno-occlusive et de l'imagerie en mosaïque pour les différencier des autres PID? Alors, vous savez sans doute que les pneumonies interstitielles diffuses, c'est compliqué, hein. Il y a 200 entités rapportées dans la littérature et c'est toujours un faisceau d'arguments entre la clinique, la biologie, les antécédents et l'imagerie, bien évidemment. Donc, la maladie véno-occlusive, elle n'illustre que des éléments qui sont assez génériques et qui vont confronter une suspicion clinique. Les réticulations périlobulaires, elles se voient dans des tas d'autres causes, hein, dans la lymphangite carcinomateuse, dans l'insuffisance cardiaque droite, donc ce n'est pas spécifique, et les micronodules centrolobulaires non plus. Enfin, l'image en mosaïque, ça c'est associé le plus souvent à l'hypertension post-embolique, et donc ce sont des alternances de noir et de blanc sur le parenchyme pulmonaire. Donc, des hyperdensités, des hypodensités. Donc là, il faut voir l'ensemble du scanner et voir ces alternances en fait, d'inhomogénéité du parenchyme pulmonaire. On a une question qui est posée par Dr Makhlouf Youssef qui dit qu'il est l'intérêt de la ou le bénéfice de la scintigraphie perfusion ventilation par rapport à l'angioscanner. Alors, donc, on demande si la scintigraphie finalement est nécessaire. Alors, j'aurais aimé vous répondre que non, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est dans le référentiel, il faut toujours faire une scintigraphie de ventilation-perfusion. La cible en fait, de cet examen est le lit vasculaire distal et donc arrive à repérer des défects distaux que le scanner actuellement standard en tout cas ne peut pas avoir. Alors aujourd'hui, il y a des nouveautés, évidemment, comme toujours, en imagerie. Sur le scanner, on a ce qu'on appelle, ce que j'ai chanté tout à l'heure, parce que ça me semblait un peu compliqué, c'est le scanner de double énergie, où on est capable de faire de l'imagerie de perfusion. Et donc, l'objectif est de tenter de remplacer la scintigraphie. Et ça donne des arguments pour. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Le scanner ne permet pas de chanter cet examen. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'aggraver l'hypertension pulmonaire par l'injection d'un produit de contraste? Pas vraiment, non, parce qu'on a fait des scanners à des patients qui ont des chiffres extrêmement élevés. Aujourd'hui, on injecte peu de produits de contraste. Ce n'est pas dramatique de faire cet examen. Alors, Mounia Lehlo demande, docteur Mounia Lehlo, elle demande est-ce qu'à partir de quelle pression de l'artère pulmonaire doit-on démarrer un traitement? Alors, c'est gentil de me poser la question, mais ce n'est pas moi qui traite les malades, malheureusement. Et je pense que peut-être vous pourriez recompléter ce premier webinaire par un webinaire clinique et thérapeutique. On dit que c'est anormal au-delà de 25, mais après, évidemment, il y a le contexte, la cause, etc. Donc, il y a plusieurs paramètres. Mais surtout, 25 mesurés par cathétérisme, mais pas à l'échographie. Voilà. Oui. C'est ça, parce que l'échographie, parfois, il peut surestimer la pression au niveau de l'artère pulmonaire. Alors, j'ai une bonne question aussi
qui me dit en voyant le signe d'hypertension pulmonaire, ça donne un aspect de verre dépoli proche de celui qu'on voit dans un contexte infectieux. Comment faire la différence? Bah ouais, c'est difficile. Et c'est une bonne question. Effectivement, ce qu'il faut comprendre dans la mosaïque, c'est que ce sont des zones de vasoconstriction et vasodilatation. Et donc, les zones les plus perfusées sont plus denses, mais ce n'est pas du verre dépoli. Donc, vous allez avoir une sorte de global de cartographie très inhomogène du parenchyme pulmonaire. Et le verre dépoli, eh c'est un territoire, ou en tout cas, c'est une surdensité, c'est-à-dire qu'à côté, ce n'est pas plus noir. Le verre dépoli, il est plus dense que le parenchyme pulmonaire normal, moins dense que les vaisseaux. Mais à côté, le parenchyme, il est normal. Alors que dans la mosaïque, à côté de ce qui est hyperdense, eh c'est hypodense, c'est-à-dire que la densité est inférieure à la normale. Ça, c'est la question de Ferdaus. C'est ça, ouais. Ferdaus. Bien, une autre question, c'est est-ce qu'on peut faire la différence sur l'angioscan entre un thrombus fibrinochlorique et un thrombus d'origine septique? Alors, j'aurais tendance à dire que ce qu'on voit dans les origines septiques, c'est surtout les conséquences parenchymateuses secondaires, c'est-à-dire que ce sont des patients qui vont avoir des nodules, puis des nodules troués, des cavitations, et c'est comme ça qu'on va faire la différence. Et puis, on va pouvoir, comme je vous ai dit, regarder les cavités cardiaques. Des fois, on voit le thrombus aussi à l'intérieur, au niveau des valves ou au contact d'un cathéter. Tout ça, ça va un peu faire partie de la discussion. Mais un thrombus, on ne peut pas l'identifier comme septique uniquement sur un défect endoluminal sur une artère pulmonaire. On ne peut pas le différencier d'un thrombus chlorique usuel. Donc, encore une fois, chercher les thrombies au niveau des cathéters et des valves. Et puis, ça sera sur les conséquences parenchymateuses avec ces nodules troués. Alors, docteur Mesiani demande est-ce que l'aspect de raréfaction vasculaire en périphérie, est-ce que c'est un signe de scanographique d'hypertension pulmonaire? Donc, la raréfaction vasculaire est un signe d'hypertension pulmonaire post-embolique. Ce sont les conséquences des thrombies chroniques dans les artères pulmonaires. Donc, la raréfaction, elle se voit essentiellement dans ces conditions. Après, quelle que soit la cause d'hypertension pulmonaire, on a des aspects pathologiques de l'époque où on faisait nos angiographies pulmonaires, on voyait ces aspects un peu en arbre mort, enfin en tout cas tout à fait pathologiques. Mais la raréfaction en tant que telle, c'est un signe d'accompagnement de l'embolie pulmonaire chronique. Si tu permets, Sébastien, pour l'embolie graisseuse, c'est oui. Souvent la clinique, l'histoire qui nous fait, disons, poser le diagnostic. Et pour le radiologue, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu l'aspect pour les embolies graisseuses? Alors, de vouloir mesurer la graisse dans le caillot, c'est un peu illusoire. Moi, la dernière que j'ai vue, c'était le 25 décembre. J'ai eu le bonheur de faire l'astreinte à cette date. À Noël. Et voilà. Et la jeune femme de 37 ans a rencontré une voiture, ou une voiture a rencontré la jeune femme de 37 ans. Elle a eu un démembrement, elle a un membre qui s'est arraché. Oh là là. Et donc, elle a ce qu'on appelle un body scanner, une export de la tête aux pieds. Et outre ces saignements, elle avait aussi une embolie pulmonaire. Et donc, l'embolie pulmonaire, dans un contexte traumatique, ça ne peut être que d'origine graisseuse. Et quand on voit l'histoire et l'arrachement du membre, on peut imaginer. Voilà, c'est l'histoire clinique. Et voilà, donc c'est souvent, on est orienté par l'histoire clinique. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Après on fait un peu le malin sur des beaux dossiers, là, mais on ne peut pas faire dire tout ce qu'on aimerait faire dire à l'imagerie. Hein. Il y a des limites à tout et surtout, et ça, c'est mon ami Gérard Durand qui m'a appris, hein, quand on écoute bien un patient et quand on l'examine bien, eh bien, c'est là où on fait les bonnes hypothèses et c'est là où on demande les bons examens et on pose les bonnes questions. Tout à fait d'accord. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je voulais juste vous demander par rapport à l'hypertension portale, est-ce que vous avez des signes moi, j'ai déjà vu en bronchoscopie, j'ai des malades qui faisaient des hémoptysies, des varices à l'intérieur, des varices bronchiques. Tout à fait. Ça, comme les varices œsophagiennes, elles sont dans des varices endobronchiques. Est-ce que vous en avez vu en scanner?
Alors, on les voit pas ou très peu. En fait, parfois, on voit des vaisseaux dilatés dans le médiastin. C'est surtout des constatations endoscopiques, hein. Ça avait été rapporté au tout début par notre ami Gilbert Ferretti, aussi du Club Thorax, dans le RJ, je crois. Et c'est une cause rare d'hémoptysie. Et vraiment, il faut y penser parce que alors là, ça sert à rien de… Enfin, en tout cas, quand on a une hypertension portale, ça sert à rien d'aller emboliser des artères bronchiques quand on a ce genre d'épisode. Autant il est rare aujourd'hui, en tout cas dans notre expérience, qu'on fasse des endoscopies à la phase aiguë d'une hémoptysie. On préfère faire le scanner, regarder si c'est une cause artérielle pulmonaire ou artérielle bronchique et embolisée, et faire l'endoscopie secondairement. Autant quand on a une suspicion d'hypertension veineuse, eh bien, ça peut être extrêmement utile et en tout cas empêcher de faire des examens et des interventions inutiles. Et c'est vraiment, vous avez une bonne réflexion parce que ce n'est pas très fréquent. Bien, je crois qu'il n'y a plus de questions. Docteur Tebey, tu vois qu'il y a de la question encore? Je crois qu'il n'y en a plus. Ouais. J'ai une petite question sur les shunts extra-pulmonaires. Extracardiaque. Pardon, extracardiaque. Donc, pour le radiologue, est-ce que c'est fréquent? Alors, donc, par exemple, je reviens sur le début, c'est-à-dire l'hypertension pulmonaire est une maladie rare. Donc, dans ces causes, il y a toute une série de maladies rares et donc les shunts ne sont pas fréquents. Mais par contre, on change complètement de registre et de prise en charge. Une fois qu'on a vu un shunt, ce n'est pas du tout la même façon de traiter qu'une maladie véno-occlusive ou qu'une cause familiale ou par le VIH. Vous voyez, donc on ne va pas alourdir des traitements onéreux chez ces patients alors que ça sert strictement à rien. Donc, un petit indice grâce à l'imagerie permet quand même d'orienter la cause et même si ce n'est pas fréquent, on sait dans quelle tranche étiologique on se trouve. Et ça évite de errer avec des traitements totalement inutiles. C'est un peu comme ça que je le vois, tu vois. D'accord. Voilà, donc on peut continuer. Ok, donc je ne sais plus trop dans quel sens, vous m'excuserez un peu si je patauge, mais dans quel sens j'ai fait mes dossiers. Alors, donc ça, c'est un dossier que j'ai gentiment piqué à Mostafa El Ajam. Et donc, il était très bien. Alors, c'est pour ça que je vous le présente. Donc, c'est un patient de 59 ans qui vient pour une douleur lombaire. Il a une suspicion de colique néphrétique, quelque chose de très banal, ou de pyélonéphrite. Et puis, on fait le scanner qui dit qu'il n'y a rien sur les reins, mais il y a une anomalie sur la base droite. Qu'est-ce que vous pensez de cette anomalie? Donc, on revient sur la clinique. 59 ans, douleur lombaire, pas de fièvre, hyperleucocytose, mais enfin, ce n'est pas la mort. Suspicion de colique néphrétique ou de pyélonéphrite droite. Scanner abdominopelvien. Et puis, sur les coupes les plus hautes, on voit ça. Donc, c'est à droite qu'il a mal. Ici. Donc, ce sera difficile de faire participer le public dans la salle, puisque le public dans la salle est dans son salon. Et je ne le vois pas. Donc, ça sera moins dynamique, mais j'espère bien que la prochaine fois, vous viendrez discuter avec moi de tous ces dossiers sur la scène, ou du moins avec le micro dans la salle. Mais je pense qu'ils peuvent lever la main éventuellement et… Bon, mais apparemment, personne n'a demandé à parler. Donc, ce n'est pas étonnant parce que c'est peu spécifique ce que je vous montre à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, il a mal à droite, il n'y a rien sur les reins. On se dit, tiens, bon, base droite, flanc droit, fosse lombaire droite. Alors, il y a Dr Kamel qui dit que c'est un Covid. Et non, mais non. Je ne dois pas vendre la mèche. C'est tellement ennuyeux le Covid qu'on va faire autre chose aujourd'hui. Je pense que vous en avez soufflé du Covid. Matin, midi et soir, moi, je voulais parler d'autre chose aujourd'hui. Donc, il a des condensations alvéolaires qui sont assez sectorisées. Un OAP, un œdème pulmonaire? Alors,
n'y a pas de condensation contralatérale, il n'y a pas d'épanchement, il n'y a pas de réticulation périlobulaire, donc je ne m'orienterai pas là-dessus. Des condensations, classiquement, c'est plutôt une pneumonie, mais en l'occurrence, ici, ce n'est pas le diagnostic. Donc, on va un petit peu continuer dans le dossier. D'accord. Il y a d'autres images ici. Donc, on voit que c'est systématisé au lobe inférieur, que par ailleurs, ce patient n'a pas de pathologie pulmonaire particulière. Et quelques coupes de reconstruction où on voit, tiens, il y a peut-être un petit truc de l'autre côté, mais c'est surtout dans le lobe inférieur. On va regarder quand même le médiastin. Donc, je vous ai montré qu'on pouvait voir des choses quand même sur un scanner sans injection. Ici, vous avez l'aorte, l'infundibulum pulmonaire, l'atrium gauche, l'atrium droit, le ventricule gauche. Ce que je veux vous montrer ici, c'est Mostafa qui va chercher dans les détails et la fine sémiologie. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelque chose ici. Alors, croyez-le, ici, c'est une photo, c'est sur votre ordinateur, c'est peut-être pas net, mais on va serrer un peu les fenêtres. Et donc, ici, je peux vous le dire, moi, je connais l'anatomie, ce sont des branches de l'artère pulmonaire. Et donc, ce n'est pas calcifié, hein, c'est à peine plus dense que les vaisseaux voisins, mais c'est quand même plus dense. Je vous remontre l'image d'avant, c'est à peine perceptible. Et puis, quand on serre un peu les fenêtres, c'est-à-dire qu'on modifie le contraste, eh bien, on voit que ces zones sont plus denses. Alors, est-ce que vous arrivez à faire le lien entre une condensation sous-pleurale de la base droite et une image dans l'artère pulmonaire spontanément hyperdense, sans injection, hein? Un infarctus? C'est une embolie pulmonaire. Un infarctus pulmonaire? Avec un infarctus pulmonaire. Un infarctus pulmonaire? Finalement, pourquoi ce patient a mal? Il fait un infarctus pulmonaire. Il a des conséquences infarcies, donc des condensations sous-pleurales qui vont régresser avec le temps, hein. Il y aura peut-être quelques bandes résiduelles ou une cavité, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, on avait ce thrombus. Et donc, l'équipe de Mostafa a refait le scanner avec injection. Et donc, il a vu ici que ces vaisseaux n'étaient pas injectés. Donc, le thrombus spontanément hyperdense, hein, c'est potentiellement visible sur un scanner sans injection. Et évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on fait le diagnostic, il faut l'injecter. Donc, ça a été confirmé le lendemain. Donc, ce patient avait une embolie pulmonaire bilatérale. Et donc, ce que voulait illustrer ce dossier, c'est que les thrombus spontanément hyperdenses peuvent se voir à la phase aiguë. Et donc, ici, faux diagnostic de pneumopathie, mais de réel infarctus. Alors, deuxième cas, que je connais bien puisque je l'ai vu jeudi dernier. C'est un patient relativement jeune, moins de 40 ans. Vous voyez, il n'est pas en forme. Moi, quand je vois un patient qui a une épaisseur musculaire comme ça, je me dis, il a une pathologie vraiment chronique et il n'est pas en super forme. Alors évidemment, il n'est pas en super forme parce que je ne vous montre pas son parenchyme qui est assez moche. Il a un déficit immunitaire commun variable, donc il a fait des tas d'infections. C'est un malade chronique, il a même fait la tuberculose. Et il en a gardé de ces épisodes infectieux des tas de séquelles. Et puis, bon, c'est sa visite à l'hôpital de jour, pour le coup, non pas de pneumologie, mais de maladie infectieuse. Allez comprendre pourquoi, parce que je pense qu'il serait mieux chez un pneumologue qu'un infectiologue, mais bon, ou du moins les deux. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'aorte, hein, l'aorte ascendante, l'aorte descendante. Ici, on est au niveau de la carène. Vous avez des sections de bronches, des sections d'artères. C'est un examen qui est fait autant artériel pulmonaire. C'est pour ça que l'aorte est peu injectée. Ici, les branches artérielles pulmonaires sont relativement blanches. Alors, ce que je veux vous montrer sur cette première coupe, c'est cette image de défect. Ici. Alors, étonnamment, il y a une image cerclée autour. Là, bon, pourquoi pas. Et puis, de l'autre côté, il y a cette bande-là. Alors, on est bien embêté. Alors, mon interne qui a vu les images, et je suis bien content qu'il les ait vues, lui, il n'était pas trop embêté puisqu'il dit qu'il a une embolie pulmonaire. Et donc, on va avancer dans la prise en charge du patient. On va le mettre sous anticoagulant. Sauf que ce patient, il a aussi des hémoptysies. Donc, si on peut éviter, c'est pas mal. Et donc, ça, c'est un autre de nos confrères qui nous a bien expliqué ça au Club Thorax, c'est Benoît Gay.
qui nous a bien démontré des tas de pathologies sur les artères pulmonaires et notamment cette situation. Vous voyez ici encore un défect, en tout cas une zone non rehaussée dans l'artère pulmonaire. Alors là, je vais vous montrer mon petit truc et astuce. Ça, c'est le premier scanner qui est fait à un temps artériel pulmonaire, peu d'opacification de l'aorte et des artères pulmonaires assez blanches. Ici, j'ai mis beaucoup de produits de contraste avec, alors ça c'est de la cuisine de radiologue, mais avec un débit élevé et de façon à opacifier à la fois les cavités droites et les cavités gauches. Donc l'aorte est beaucoup plus blanche. Vous avez des sections d'artères bronchiques dilatées. Pourquoi elles sont dilatées? Pathologie inflammatoire chronique chez ce malade. Et vous voyez qu'à peu près sur le même niveau de coupe, ici, vous aviez un défect. 5 minutes après, il n'y est plus. Ce soi-disant gros caillot ici, il n'y est plus. Et dernière coupe, si vous voulez confirmer, ici, il y avait ce petit image de défect qui n'est plus du tout présent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on a ces images? Il y a un participant qui parle des fléchettes. Alors, moi, je n'ai pas la liste de questions. Finalement, c'est un petit peu ça quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la pathologie inflammatoire chronique qui va sécréter les facteurs néo-angiogéniques. Une hypertrophie du réseau artériel bronchique. Ces artères bronchiques, je vous les remontre. Elles sont grosses. Normalement, on ne les a pas de ce calibre-là. Eh bien, ce réseau artériel bronchique va shunter dans les artères pulmonaires, dans les branches distales, et va amener du sang systémique dans le réseau artériel pulmonaire. Et donc, quand vous faites une acquisition précoce, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'inversion de flux qui vient des artères bronchiques vers les artères pulmonaires qui donne ces défects. Et souvent, c'est un petit peu en volute, comme ça, un petit peu nuageux. Mais parfois, ça donne vraiment des aspects comme ici, très trompeurs de pseudo-embolie. Donc, c'est un réel piège. Et encore une fois, ici, si on avait considéré ce diagnostic d'embolie pulmonaire, la gestion clinique aurait été très compliquée, étant donné que ce patient a des hémoptysies. Donc, parfois, quand on a des doutes, il faut juste demander à avoir ce type d'acquisition un peu tardive, un peu plus tardive, avec plus de produits de contraste, certes, mais au moins on peut répondre à la question. L'objectif étant d'opacifier à la fois les cavités droites et les cavités gauches, de façon à démontrer, ici c'est formel, ce n'est pas du thrombus, c'est comme vous l'avez dit, un shunt entre le réseau des artères bronchiques et les artères pulmonaires qui inverse le flux dans les artères pulmonaires. On peut avoir des lacunes si le malade n'a pas été bien injecté. Alors, et si on n'a pas un bolus de produits iodés suffisant. Malheureusement, ça c'est un protocole qui peut être considéré comme standard. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait au départ. C'est les conditions cliniques chez ce malade qui sont particulières et qui font que cet examen habituellement plutôt réussi est raté. Si on avait lu le dossier avant de faire l'examen, et Dieu sait qu'on n'a pas le temps de le faire, dans le détail, eh bien, on aurait fait ce protocole d'emblée, mais là, ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas franchement une erreur technique, puisque cette recette de cuisine marche pour 80-90% des patients en injectant moins d'iode et donc en risquant moins de complications, de néphrotoxicité, etc. Donc, certes, c'est un artefact, mais pas franchement évitable, puisque ça donne une information sur la physiologie, la physiopathologie chez lui, et d'anomalies de la vascularisation pulmonaire au sens large. Merci. Donc, je continue. Alors, c'est encore c'est pour Zineb qui aime bien les scanners sans injection. Et donc, voici un scanner, je ne sais plus quelle est l'indication.
un scanner thoracique sans injection. Donc, on devine qu'il y a quelques anomalies parenchymateuses, mais la question n'est pas là. Ce dont je veux parler ici sont les artères pulmonaires, qui est notre thématique du jour. Et donc, est-ce que vous voyez des choses chez ce malade en contraste spontané, hein, il n'y a pas eu d'injection. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc là, la calcification ici de l'aorte, c'est normal, c'est habituel chez les gens d'un certain âge. D'ailleurs, on le retrouve et athéromateux, on le retrouve sur l'aorte descendante. Par contre, ici, il y a du blanc, hein, c'est hyper dense, c'est aussi dense presque que l'os. Et là aussi, et là. Ce ne sont pas des localisations d'artères coronaires, hein, ce sont des branches. Ici, vous avez le tronc d'artère pulmonaire. Donc là, il n'y a pas d'hypertension, hein. Vous voyez que c'est à peu près équivalent à l'aorte. Mais par contre, il y a du blanc dans ces branches. Est-ce que vous Donc, avez est-ce que ce n'est pas de l'hypertension artérielle pulmonaire post-embolique? Alors, la question pourrait se poser, ce malade n'a pas d'hypertension pulmonaire et surtout, c'est dans la lumière en fait. Ce n'est pas dans la paroi, c'est dans la lumière cette hyperdensité. Donc, ce ne sont pas des calcifications pariétales de l'artère pulmonaire. Ce n'est pas un malade insuffisant rénal avec une hypercalcinose? Alors, la calcinose métastatique donnerait des images calcifiées dans le poumon, mais pas dans les artères pulmonaires. Donc, faut se poser la question, qu'est-ce qui peut rendre blanc l'intérieur des vaisseaux en contraste spontané? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a rempli le vaisseau à cet endroit-là, qui est spontanément hyperdense et qui ne devrait pas y être, puisqu'habituellement, on ne le voit pas. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. C'est plurisegmentaire. Donc, je remontre les images ici. Les emboles calcifiés? Alors, ça pourrait être des emboles calcifiés, mais je ne connais pas de maladies qui vont fabriquer des emboles calcifiés. Donc, c'est un peu le même mécanisme, le même raisonnement, mais ce n'est pas calcifié, pas tout à fait. Ce n'est pas du calcium. Alors, je vais vous donner un indice. Une parasitose? Une parasitose? Ce n'est pas une parasitose. Donc là, je vous ai remontré les images des fois qu'on ne les voit pas bien en zoomé. Donc, on les voit ici et ici. On voit que c'est vraiment dans la lumière. Donc, mon indice, il est là. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous voyez chez vous, hein. Donc ça, c'est déjà, c'est encore aussi sale que le cœur. C'est encore pire, c'est du rachis, hein, c'est de l'os. Donc, qu'est-ce qu'il faut voir sur ce rachis? C'est qu'ici, il y a du matériel de même densité que ce qu'on a vu dans les artères pulmonaires. Et ce patient, ce n'est pas un secret, et si vous lui posez la question, il va vous le dire, hein, c'est une cimentoplastie. C'est-à-dire? Alors, cimentoplastie, c'est soit sur des vertèbres ostéoporotiques ou tumorales, par voie percutanée, les radiologues peuvent injecter du ciment, hein, c'est un matériel liquide qui va précipiter dans la vertèbre, qui va la consolider et qui va réduire les symptômes douloureux. Donc, je ne sais pas si vous voyez ça dans votre activité. En tout cas, c'est quelque chose de chez nous assez répandu, encore une fois, soit pour la maladie ostéoporotique, soit pour les métastases. Et si vous ne comprenez pas le mécanisme jusqu'à présent, voici un autre malade. Et donc, Voilà. Donc il y a Dr Mehaji qui a fait le diagnostic. Oui, KH, c'est Mehaji, Oui, justement. Oui. c'est notre ami, Dr Khalid Mehaji, qui a fait le diagnostic. Donc, c'est du matériel qui a fuité et qui est passé en circulation. Voilà. Donc, sur cet exemple, qui est un autre patient, on voit que la consolidation a été de qualité, hein. C'est aussi un MIP pour bien voir les images. Et il y a un plexus veineux périrachidien qui communique avec le système azygos et qui a été ici rempli. Et puis après, ça part dans le cœur droit. Et comme tout le monde connaît son anatomie, ça finit dans les artères pulmonaires. Il y a aussi Kehal Hamza, hein, il a fait aussi le diagnostic. Passage du matériel d'ostéosynthèse. C'est ça. C'est des choses qu'on voit fréquemment. Ça peut être aussi parfois des coils qui sont partis dans des embolisations veineuses ou même des agents de sclérothérapie
J'ai même vu des agents de sclérothérapie pour les scléroses de varices. Ça peut être de la sclérothérapie de varices œsophagienne. En tout cas, tout ça peut se retrouver dans le poumon. Et c'est important, en tout cas, de savoir que ça existe parce que nous, par exemple, sur certains dossiers comme ça, on nous demande d'aller récupérer au lasso ce qu'on pense être un guide. Ce n'est pas du tout un guide, hein, parce que parfois, c'est des malades qui ont des pathologies cancéreuses. Donc, on se dit, tiens, lors de la pose du porte-à-4, il y a peut-être eu un problème. C'est du ciment et si on veut l'enlever au lasso, ça va se fragmenter, ça ne sert à rien. Donc, il peut y avoir ce qu'on appelle des embolies pulmonaires non chloriques, la grande spécialité de Benoît Gay, et donc expliquer ces anomalies très souvent hyperdenses au sein des artères pulmonaires. Donc, dans les formes gravissimes, je n'ai pas d'expérience là-dessus spécifiquement de corrélation avec l'hypertension pulmonaire, mais on peut imaginer que ça puisse en donner. En général, ce sont que quelques fragments, comme on l'a vu, je vous le remontre, sur le dossier précédent. Donc, vous voyez, hein, c'est des petits fragments. Et donc, on pense d'abord que c'est des calcifications, mais mécaniquement et dans la pathologie, on ne sait pas trop comment ça peut arriver. Mais par contre, du matériel exogène injecté dans un réseau veineux, eh bien, ça peut finir dans les artères pulmonaires. Alors, on a aussi d'autres cas en parlant de matériel dans les artères pulmonaires. C'est aussi ce qu'on appelle l'implanon, hein, des systèmes de diffusion sous-cutanée d'hormones à visée contraceptive. Et donc, c'est sortes de petits stylets qu'on met sous la peau au niveau du bras chez les femmes pour ne pas avoir à prendre la pilule au quotidien. Et on a vu arriver ces dispositifs parfois dans les artères pulmonaires aussi quand ils sont mal posés. Donc là, on aurait vu dans ce cas-là quelque chose de très linéaire, au cordeau et focal et pas multifocal comme ici. Donc, regardez aussi si le matériel n'est pas hyperdense spontanément, ça arrive. Donc, après ce très joli exemple, un dossier un petit peu rare, hein, dans les raretés, on continue. C'est un malade qui a une maladie de B7. Hein. Donc, lui, on lui a diagnostiqué sa maladie de B7 en 2003 sur l'association uveiite, arthrite, pseudofolliculite et des ulcérations buccales. Donc, en 2012, sur un épisode de toux et de perte de poids, on lui a fait un scanner avec injection que je vais vous montrer. Donc, je vous ai déjà montré d'ailleurs, parce que des dossiers de vascularite, j'en ai pas 50. C'est ce patient qui a à la fois ici un thrombus avec des injections, des rehaussements périphériques, et puis ici cette image d'anévrisme de l'artère pulmonaire. Donc, c'est plurifocal chez lui. Hein. Donc, on a décidé d'occlure cette portion anévrismale par voie endovasculaire. Alors, il n'y a pas de consensus, mais des séries randomisées sur les maladies de B7, il n'y en a pas non plus. Et donc, on a jugé que même en l'absence d'hémoptysie, on préférait éviter que cet anévrisme survienne, pour cet anévrisme survienne une rupture. Donc ça, c'est pour ceux qui ne voient pas trop ce genre d'image, ça c'est un cathéter, des images en soustraction, c'est des angiographies. Hein, c'est là, j'ai mis un cathéter dans l'anévrisme. C'est un vrai anévrisme. Et puis à la fin, vous avez l'opacification des branches de l'artère pulmonaire avec une pelote de Coyle ici qui a exclu l'anévrisme et c'est ce qui est recommandé. Donc on est bien content et très très fier du résultat parce qu'on a un joli dossier assez rare et il va bien. Puis il revient, donc c'était en 2012 et il revient en 2018 et cette fois il revient pour une hémoptysie sentinelle, un épisode d'hémoptysie de faible abondance. Donc, l'hémoptysie aujourd'hui, on fait toujours un scanner avec injection et je vais vous le montrer. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cet examen? Vous vous souvenez que dans ce coin-là, on a mis des coils. Donc, finalement, on retrouve à peu près la même image. Donc, croyez-moi sur parole, les coils sont juste en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une repousse, entre guillemets, je ne sais pas quel est le bon terme, mais de la formation anévrismale sur l'artère pulmonaire au-dessus de la zone traitée. Et puis là, il y a ça là, autour.
Ça, c'est du verre dépoli, hein, c'est une hyperdensité, c'est très évocateur de saignement. En plus, il y a le contexte. Donc, on a une malformation vasculaire qui a été évolutive entre 2012 et 2018, qui est hautement probablement en rapport avec cet épisode d'hémoptysie. Et donc là, on a encore plus d'arguments pour réintervenir et donc réemboliser ce malade. Alors, je vais vous montrer, donc on a toujours cette fois ces images sans soustraction. Donc, je suis passé de la veine fémorale à l'atrium droit, le tronc de l'artère pulmonaire gauche, les basales, et puis le cathéter. Je vais injecter du produit de contraste pour voir ce qui se passe. Puis, ça, c'est quelque chose d'intermédiaire parce que j'ai déjà commencé, si vous vous souvenez de l'image, je vais vous la remontrer. Voilà la pelote de Coyle en 2012. Et voilà mon intervention. Là, j'ai déjà commencé à coiler. Donc, je vous montre cette série parce qu'elle est assez pertinente. Vous voyez, ça bouge un petit peu. Hein. On voit les contractions et les battements qui imposent un mouvement sur le cathéter. Et surtout, je voudrais vous m'expliquer ce qui se passe quand j'injecte du produit de contraste dans l'artère pulmonaire à ce moment-là. Alors, c'est une boucle. Hein, ça vous permet de prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Donc, le peloton de Coyle initial de 2012, et puis en 2018, ce que j'ai commencé à coiler ici. Et quand j'injecte, j'ai des images bizarres. Donc, est-ce que quelqu'un peut... C'est pas des fistules. En fait, ici, c'est pas des fistules qui se sont créées après. Mais en fait, c'est une fistule entre l'artère pulmonaire et la bronche. En fait, il est en train de cracher du sang là. Hein. Et pourquoi j'ai l'opacification de la bronche? Parce que l'iode, elle passe de mon artère pulmonaire à la bronche. Donc, c'est un petit peu chaud à ce moment-là. Et donc, ça se voit hein, d'ailleurs, parce que sur cette série, vous voyez que ça bouge dans tous les sens, ça donne la nausée. Parce que là, je suis en train de passer dans le cathéter un coil, donc du matériel d'occlusion, et le plus vite possible, hein, parce que le malade, il crache du sang. Donc, ça, c'est un petit dossier, certes technique, mais pour vous montrer que quand on va aller toucher les artères pulmonaires, au moins en embolisation, il faut y faire attention. Et puis ça, c'est le résultat final. Alors, il y a une grosse rangée de coils. Et depuis, je suis bien content de ne pas l'avoir revu. Donc, j'imagine qu'il va bien, mais pas d'informations supplémentaires. En tout cas, ce segment a été occlué. Donc, les vascularites, c'est rare. Ça donne des thrombies sur le scanner qui peuvent être finement rehaussés en périphérie, et puis des anévrismes. Alors là, il y a le contexte. Hein, il y avait un diagnostic de maladie de B7 qui avait été posé. Peut-être c'est pas aussi rare. Ouais. On en voit. J'ai une jeune de 25 ans que je suis depuis 5 ans avec l'hôpital Moulay Youssef. Et ça a été diagnostiqué trop tôt. Il avait, je pense, 23 ans ou 24 ans. Donc, c'est de temps en temps, on a un cas de maladie, parfois chez des jeunes. Non, mais c'est encore une fois, c'est pas un webinaire sur le Covid. Hein. Donc, on a déjà parlé de choses un peu différentes. Voilà. Quand tu auras terminé, j'ai une question. Vas-y. Voilà. Donc, pour les embolies pulmonaires, souvent, on ne trouve pas l'origine de l'embole. Est-ce que c'est normal? C'est rare, disons, une bonne partie des embolies pulmonaires, on n'a pas l'origine de l'embole. Est-ce que c'est in situ, à part le Covid, je parle avant le Covid, pour ne pas parler de thrombose in situ. Voilà. Tu connais les scores de probabilité. Hein, on sait qu'un alignement, un cancer, enfin voilà, je ne vais pas refaire le cours des étudiants en médecine, mais il y a des facteurs identifiés qui sont favorables à l'apparition d'une embolie pulmonaire. Mais il y a des embolies pulmonaires tout à fait idiopathiques. Hein, donc, on ne retrouve pas toujours de cause. Après, non, pas la cause. Non, je parle pas de. Non, je parle de l'origine.
Thrombus, voilà. Est-ce que c'est des membres inférieurs? Alors, c'est ça ce que je voulais dire. Sur le Doppler, quand même, très souvent, on trouve des thrombies, enfin, tout, des défauts de compression dans les veines des membres inférieurs. Après, on peut se dire aussi que le caillot, il a migré et que, il n'est plus dans les veines des membres inférieurs, il est dans le poumon. Mais souvent, quand même, en tout cas, on a des phlébites associées quand même. Alors, si vous voulez bien, on va voir ce cas clinique. Alors, il est un petit peu compliqué. En tout cas, il est très détaillé avec des questions à poser. Puis, on finira peut-être par ce dossier. C'est un patient de 38 ans. Alors, moi, j'ai appris avec mes collègues infectiologues que c'était bien de dire personne vivant avec le VIH pour ne pas stigmatiser. Donc, il a une restauration immunitaire optimale avec la trithérapie. Et puis, il présente une dyspnée aiguë. Donc, voici sa radiographie de thorax, très moche, avec plein de boutons pression dessus, mais pas que. Alors, je déteste, moi, faire des quiz sur les radios, donc je préfère avancer sur les vraies questions pertinentes, mais je voulais quand même vous la montrer. Quelle est l'affirmation exacte? La fenêtre aortopulmonaire est comblée. Il existe une saillie de l'arc moyen gauche. Les artères proximales sont dilatées. Il existe un double contour de l'arc inférieur droit. Je vais vous donner très vite la réponse. En fait, la fenêtre aortopulmonaire, elle est dilatée. En tout cas, ces trois premières propositions sont bonnes. Vous voyez qu'il y a des artères pulmonaires anormales. Et orthopulmonaire comblé. Peu importe. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que très vite, chez un sujet jeune qui a une anomalie, et même s'il n'en avait pas, on lui fait pour une dyspnée très facilement un scanner. C'est sur cette image que j'aimerais que vous discutiez. Qu'est-ce que vous en pensez? On a des lacunes au niveau des... On a des embolies pulmonaires. Alors, ça, ici, tu vois, c'est les veines, en fait. Hein. Les artères, elles sont ici. Donc, ce qui est là, ce sont des veines. Donc, ce n'est pas des embolies pulmonaires. Non, ce que je veux vous demander de regarder, c'est ce que vous ne voulez pas regarder, parce que c'est du cardio et ce n'est pas du pulmonaire. C'est ça. En fait, ça, c'est le ventricule gauche, qui est complètement laminé par le ventricule droit. Donc là, si on prenait le diamètre, on verrait que le diamètre du ventricule droit est très élargi, le ventricule gauche, tout écrasé. On voit bien les trabéculations. Et donc, je fais bref sur les questions. Pardon. Donc, le ventricule droit est dilaté. Le septum interventriculaire est d'aspect anormal. Il bombe vers la cavité gauche, ce qui n'est pas normal du tout. Et la partie droite du ventricule droit est hypertrophiée. Voilà les bonnes réponses. Ici, excusez-moi, ici, le septum, il est déplacé vers le ventricule gauche, ce n'est pas normal. Et ici, la paroi, elle est épaissie. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, mais amusez-vous au quotidien quand vous avez vos patients à regarder un tout petit peu l'imagerie cardiaque. Vous verrez que la paroi du ventricule droit est beaucoup plus fine que ça. Alors, on parlait de ces histoires d'injection et de gravité, en fait. Hein, ce sont surtout chez les malades extrêmement graves qui ne peuvent pas tenir déjà couchés. Hein. Le reste du temps, on peut l'utiliser. Donc, c'est dans les situations extrêmement sévères qu'il faut faire attention à cette injection. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de problème à injecter produit de contraste. Donc, chez ce malade, juste en regardant le cœur, vous avez la cause de sa dyspnée. Alors, elle est aiguë, mais elle s'est installée chez lui probablement dans le temps malgré tout. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce patient? Je défile parce que c'est peu important. C'est que ce cas il illustre l'association entre le VIH et l'hypertension pulmonaire. C'est écrit. C'est pas du tout l'imagerie qui va le dire. L'imagerie, elle a juste dit « Oh, vous avez une dyspnée, ce n'est pas l'embolie pulmonaire, ce n'est pas la pneumopathie, ce n'est pas la maladie interstitielle, ce n'est pas
le pneumocystis, c'est juste ici, attention, vous avez des cavités droites dilatées, c'est une hypertension pulmonaire. On a une forme tellement caricaturale ici qu'on a des signes droits trop sévères et qu'on va orienter le clinicien vers ce lien entre VIH et hypertension pulmonaire. Donc, c'était pas connu chez lui et le scanner l'a fait suspecter. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce dernier dossier, puisqu'on avait estimé que ce webinaire nous alimenterait de 19h à 20h30. Il est 20h38, je pense qu'on a fait la bonne part. Mais on est encore là pour quelques questions sans problème. Je pense que la qualité, elle n'est pas dépendante du nombre d'heures à passer au travail, mais de la concentration qu'on peut y mettre. On n'a pas senti l'heure passer parce que c'était Oh, vraiment agréable. Docteur Payet de STAT demande quelle est la fréquence de l'embolie pulmonaire dans le Covid Omicron. Oh là, vous me posez trop de questions là. Je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas l'actualité là-dessus. Non, parce que Docteur Payet, il a posé dit une que je question. ne voulais pas parler de Covid. Non, je plaisante. Dans notre pratique, on sent que l'Omicron donne beaucoup moins d'embolie pulmonaire et beaucoup moins de maladies thromboemboliques que l'alpha et le delta. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Et même sur les didymères qu'on demande, avec l'alpha et le delta, on avait des didymères qui étaient très élevés et on avait des tableaux d'embolie pulmonaire beaucoup plus importants. Mais ça n'empêche qu'on a eu quelques cas rares de maladies thromboemboliques, mais qui peuvent rentrer dans le cadre d'une embolie pulmonaire associée à une pathologie infectieuse. Mais beaucoup moins que les autres. On ne sait pas si c'est un Omicron ou pas en plus. Hein. Oui. On ne sait pas c'est quel… Nous, on fait les criblages pour les patients hospitalisés, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'identification du variant, c'est difficile. Après, chez nous, c'est sûr qu'il est majoritaire. Il a filé comme voilà, la lumière sur le pauvre monde. Khalid Mehaji demande est-ce qu'il y a d'autres médicaments à part les anorexigènes qui donnent l'HTAP? Il y a les statines, je pense. On l'a vu effectivement de façon dramatique avec ces médicaments qui étaient pas du tout dédiés à ça, mais qui étaient pris de façon déviée pour perdre du poids. Et ça a donné beaucoup de tableaux, les grosses artères pulmonaires que je vous ai montré au début, là, massives, c'est après anorexigène. Ça a donné des formes très, très évolutives et très dilatées des artères pulmonaires. Donc, je ne tiens pas à jour toutes les causes médicamenteuses. Hein. Dans ces cas-là, vous avez pneumotox et puis le Vidal, mais je ne peux pas vous dire en détail tous les médicaments qui sont source d'hypertension pulmonaire. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la forme pharmacologique de ces anorexigènes fait que toute cette famille de médicaments peut donner des hypertensions pulmonaires. Il y a l'isomérite. Une médecin, elle a dit l'isomérite. Je ne sais pas si il n'y a pas son nom. C'est ça. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, docteur. Il est. Moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut clôturer. Voilà, donc merci infiniment, Sébastien. Vraiment, c'était… Moi, ce que je vous propose un peu, c'est d'alterner avec de la pathologie, que ce soit quand on vient au Club Thorax ou ponctuellement comme ici, mais des fois, on est ambitieux et on fait des topos un petit peu difficiles comme ici, où comme on va s'intéresser un peu plus au vaisseau et au cœur, c'est plus difficile pour vous et vous avez moins probablement d'expérience de cette imagerie, mais c'est intéressant d'apprendre des nouveaux trucs. Et puis, des fois, des choses un peu plus de pathologie respiratoire et parenchymateuse pure et dure pour qu'on puisse débattre un peu plus. Voilà un petit peu comment je vois les choses, mais là, avec la FMAPAT, faites remonter vos demandes, vos questions, vos remarques. On ne peut jamais être adapté parfaitement à chaque fois. Alors, on peut être à côté de la plaque aussi. Hein, s'il faut refaire de l'anatomie de base, et c'est ce qu'on a même proposé aussi pour certains d'entre vous,
eh ben, on le fera. Et puis, il y a des niveaux différents, donc il faut satisfaire tout le monde. Et partir du fréquent l'année dernière, le Covid, à des choses plus rares et plus élitistes, cette fois-ci, c'était l'hypertension pulmonaire. Voilà, merci infiniment, Sébastien. C'était vraiment. Pardon, excuse-moi, si tu peux rappeler le site de l'AFMAPAT, parce qu'il y a des gens qui le demandent. C'est www. Voilà, Juste avant de finir, n'oublie pas de le dire. afmapat.org. Donc, afmapat.org. C'est www.afmapat.org. Et c'est ouvert pour tout le monde. Donc, pour le site, voilà. Donc, merci bien, Sébastien. Merci bien, professeur Zine Sayah. Merci bien aux participants, au plateau technique. Je vous rappelle qu'on a d'autres webinaires pendant le mois de février. On a le professeur Msouger qui va nous traiter le traitement chirurgical de l'emphysème. On a le 5 mars un atelier sur les bus, ça va être à Casa. On a les rencontres AFMAPAT Club Thorax, c'est le 18 et le 19 mars. Je vous invite à vous inscrire massivement, les pneumologues, les radiologues et tous les gens qui s'intéressent au thorax. Voilà, donc pour le site, on attend que nos sociétaires l'enrichissent par des travaux scientifiques, de la littérature et aussi les photos anciennes de nos congrès. Donc, ça nous fait énormément plaisir de retrouver nos anciennes photos qu'on a oubliées. Voilà, merci à tout le monde et au prochain webinaire. Merci Sébastien. Au revoir, avec plaisir. Merci Sébastien. Au revoir.